marche. Donc merci de participer à ces 30 minutes qui vont venir. Alors moi je suis cybersécurité officer pour ArcelorMittal France. Je vais vous présenter rapidement l'entreprise, et ensuite je vais vous présenter le projet. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce projet de 5G? Qu'est-ce qu'on a voulu faire? Alors bon, j'ai de la chance, je représente une entreprise sur laquelle on investit quand même en cybersécurité, hein. Jamais assez, bien sûr. Sur le marché, on parle souvent de 6%, je pense, du budget global informatique devrait être dédié à la cybersécurité. C'est des chiffres très macroscopiques. Nous, on en met par exemple 3%. Ok. Alors, je vais d'abord vous présenter ArcelorMittal. Alors, j'espère que vous avez déjà entendu parler de cette entreprise. Je vais venir après à nos produits. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est 8 établissements donc, situés ici sur la carte française. Vous voyez, donc 7 sites industriels et un bâtiment administratif à Saint-Denis. Donc, on est 7000 salariés. Donc, on fait des aciers plats. Je vais revenir un petit peu ce que c'est des aciers plats. Et nos marchés, c'est de l'acier à haute valeur ajoutée sur l'automobile, qui représente environ 50%, et le reste, c'est de l'industrie et de l'emballage. Donc nos objectifs sont la sécurité, les clients, compétitivité, excellence industrielle. Vous allez voir que le sujet de la 5G, il tournait essentiellement forcément sur ces objectifs métiers. En sachant que notre priorité numéro 1, c'est la sécurité des personnes dans l'entreprise. Avant la présentation des résultats financiers, Aditya Mittal, notre grand patron, il parle déjà des éventuels décès dans l'exercice de nos activités, malheureusement. Voilà. Donc c'est un point essentiel. Bon, vous le savez, l'acier se retrouve partout. Alors, je ne vais pas brosser tout ça. Par contre, ce qu'il faut savoir, la force aussi de cette industrie, c'est que, et c'est là où moi perso je suis convaincu, c'est que c'est circulaire. L'acier est renouvelable, enfin recyclable à l'infini. Donc c'est quand même, dans le contexte actuel du green, etc., même s'il y a aussi des mauvais côtés à l'industrie sidérurgique, c'est surtout que le produit qu'on fabrique peut être recyclé. Donc dans ce contexte, aujourd'hui, bon, bien sûr, le contexte industriel évolue, comme dans toutes vos entreprises, j'imagine, et la digitalisation fait partie d'un des vecteurs d'accélération aussi de notre business. Donc le digital est partout, dépend même d'une direction de la transformation digitale. On n'appelle plus ça un système informatique, enfin, pardon, une direction informatique. On n'est plus du tout dans ces appellations-là. D'ailleurs, on est même intégré dans les unités opérationnelles du métier et non plus comme un truc satellisé. Donc ça, c'est important. Dans ce contexte, donc, ArcelorMittal France, que je représente aujourd'hui, a lancé 2 initiatives. Alors tout d'abord, un consortium 5G Style. Donc on va rentrer dans le détail après. C'est le réseau 5G, c'est tel qu'on l'a appelé chez nous, et des programmes de Digital Lab. Donc tout d'abord, les Digital Labs, c'est 2 lieux totems, un peu comme à l'instar du campus, enfin des cybercampus et notamment de celui qui est à Saint-Denis, à Saint-Denis, non, à La Défense, pardon, où on a 2 lieux totems qui permettent de supporter à Dunkerque et Florange notre initiative de digitalisation. Donc il y a plusieurs axes. Bon, le premier, c'est de former nos salariés, former aussi des sociétés extérieures, nos partenaires. On l'a vu tout à l'heure, le réseau de partenaires, il est essentiel dans notre maille. On fait appel à beaucoup de sociétés qui interviennent chez nous, qui livrent des produits, qui vont accéder à nos systèmes d'information. Donc on doit bien entendu les intégrer dans notre démarche. On est aussi là pour transformer nos métiers, digitaliser ce qui ne l'était pas. Le papier-crayon commence à réellement disparaître. Et aussi pour, comme je le disais, la sécurité des êtres humains étant une priorité pour nous. Quand on peut envoyer un drone plutôt qu'envoyer un gars à 40 mètres de haut, on ne va pas s'en priver. Okay, donc typiquement, c'est ce qu'on va aussi voir dans nos cas d'usage, c'est que ça participe totalement à notre effort et nos objectifs de l'entreprise. Bon, inventer des métiers de demain, je vais passer un peu cette partie-là. On parle beaucoup de l'utilisation de nos data, l'intelligence artificielle, comment elle peut nous aider. Et donc, il y a des nouveaux métiers qui vont apparaître et qui apparaissent déjà. Bon, développer un écosystème, encore une fois, dans le partenariat qu'on cherche à monter. Et puis, des lieux qui sont vraiment ancrés dans les territoires parce qu'on a de plus en plus de concentration. Vous entendez aujourd'hui sur Dunkerque avec les campus autour des batteries. C'est important d'être vraiment ancré à ce niveau-là.
On a également dans cette démarche créé un campus Fab Lab 5G industriel, c'est important de le préciser, qui va être complètement intégré dans cet écosystème. Je vais passer très vite, mais en tout cas, il faut savoir que le projet de la 5G Style, il a pour objectif de développer les usages de la 5G dans des environnements, ce qu'on appelle sévères, hein, donc avec des températures élevées, avec des lieux très étendus, on va y revenir après, avec aussi des problématiques de type cage de Faraday dans des très grandes halles. Donc voir comment un peu, quand on veut faire de la mobilité dans ces secteurs-là, comment on s'en sort. Voilà, donc c'est naturel et on a lancé ce projet 5G Style avec l'ensemble de ces composants et ces parties prenantes. Je vais un dernier mot. Donc ces deux campus visent à aussi attirer en fait, attirer des startups qui vont nous aider à construire nos systèmes, favoriser les échanges entre nos partenaires. Alors pourquoi? Parce que quand on a mis en place nos réseaux 5G, on ne l'a pas fait tout seul. On n'est pas fabricant d'antennes, de sites radio, de composants de cœur. Donc bien entendu, on a travaillé avec des partenaires qu'on a dû évaluer aussi. Hein, ce qu'on disait tout à l'heure, si on prend le mauvais partenaire, peut-être qu'on va malheureusement faire face à des fuites de données. Et aussi à s'assurer dans la pérennité. Hein, si ils doivent appliquer des principes de résilience. On l'a dit tout à l'heure, c'est pas le tout de balancer un produit et puis de dire j'y touche plus, mais peut-être que sur le cycle de vie complet, pendant les 15 ou 20 ans d'opération, que les vulnérabilités soient toujours suivies et couvertes par ces entités-là. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, on crée aussi une communauté en fait, hein, pour répondre à des appels à projets avec tout plein d'organismes que je ne saurais pas définir, mais en tout cas, voilà, on est au cœur en tout cas de l'écosystème. Alors, les cas d'application, et ensuite je vous parle vraiment du détail du projet. Alors, vous l'avez compris, c'est la maintenance 4.0. Donc, quelles sont toutes les mises en application qu'on pourra avoir avec la 5G, la qualité, big data, cybersécurité, alors l'environnement, on a besoin de plus en plus de remonter des informations, par exemple à Adreal, quels sont les moyens qu'on a pour communiquer le plus simplement possible, la sécurité des biens et des personnes, j'en ai parlé, et puis les informations sur l'énergie. Donc typiquement, comme on est un domaine qui consomme beaucoup d'énergie et aussi on recycle nos gaz industriels par exemple pour les réinjecter dans un réseau pour fabriquer de la chaleur pour les villes aux alentours, ces éléments doivent être monitorés et donc on utilise également nos réseaux, l'entièreté de nos réseaux, mais en particulier les réseaux 5G pour remonter ces informations. Voilà, donc l'ensemble des parties prenantes à ces sujets, on retrouve Captronic encore, hein, donc, et pas que. On a aussi bien du public et du privé qui intervient. Ça va jusque-là? Je passe le plus vite possible. Donc, pour permettre d'avoir vraiment un focus maintenant sur notre projet. Bon, l'ambition, et au final, c'est avéré réel. Alors, pas faire un peu l'analogie à jamais les premiers, mais aujourd'hui, on a pu en mettre en place le plus grand réseau 5G privé industriel en France. Qui valide en fait ce que je disais tout à l'heure, l'usage de cette 5G dans un milieu industriel assez difficile, où on a besoin de robustesse, on a besoin de sécurité. Ça représente quoi concrètement? Aujourd'hui, on a environ 10 km² couverts dans les Hauts-de-France, alors entre Dunkerque et Mardy, qui sont deux sites situés à 6 km de distance. Ça représente 9 sites radio. Donc ça veut dire des antennes radio qui ont une couverture qui va relativement loin d'ailleurs. Faut imaginer que dans ce cadre de ce projet, on a beaucoup de liens typiquement avec les autorités type ARCEP qui gèrent les émissions d'ondes de radiofréquence. On ne peut pas faire n'importe quoi. Et en plus, on est proche de la Belgique. Hein. Ici, il y a à peu près 15 km aussi. Donc l'objectif, c'est de ne pas aller polluer nos petits voisins parce qu'on s'imagine bien qu'ils ne vont pas être très contents. Deuxième étape du projet, c'est déployer également 6 km² là sur Florange. Donc ça représente un peu plus de sites radio puisque chaque site industriel il a sa spécificité. Et donc on en a déjà 3 aujourd'hui qui sont déployés et qui sont opérationnels. Alors, je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec la 5G, je voudrais juste expliquer un peu les promesses aussi. Hein, donc, il faut imaginer que la 5G, ça permet de couvrir
à peu près 1000 fois plus d'objets au kilomètre carré que la 4G. Les débits sont censés être 100 fois plus rapides. Temps de latence, donc les petites millisecondes là, qui se baladent entre l'envoi et la réception de la donnée, eh ben, normalement sont divisées par 10. Et un point important aussi, la consommation énergétique. On parle de plus en plus de Green IT. C'est également de les réduire par 10 par rapport à un usage égal en technologie, on va dire, traditionnelle. Donc l'objectif aujourd'hui pour moi, hein, c'est de vous faire un retour d'expérience. Ça fait 2 ans maintenant qu'on a déployé notre premier site 5G, hein, donc à Dunkerque. L'objectif, c'est de faire justement ce premier bilan. Donc ce qui est bien, c'est pour ça que je suis là aussi, c'est que c'est plutôt positif, hein. On a des retours terrain qui sont quand même très prometteurs. On a déjà plusieurs types de métiers qui l'utilisent. Alors que ce soit côté process, typiquement, on a le suivi de ce qu'on appelle des wagons poche tonneau. Donc, sortie de l'acierie, on a de l'acier en fusion qui va partir dans une autre unité opérationnelle du site. Ils sont guidés par nos réseaux 5G en fait. Donc, faut imaginer, hein, c'est de l'industrie lourde. On n'est pas en train de parler d'une voiturette de golf. C'est des plusieurs dizaines de tonnes d'acier en fusion. C'est très sensible. Et encore une fois, on est sur un environnement sévère. Il y a le dégagement de température. Je ne sais pas si vous avez déjà visité un site industriel dans la sidérurgie, mais même à 30 mètres d'un haut fourneau, vous sentez la chaleur qui vous brûle presque le visage. Donc, imaginez le composant électronique qui est quelque part autour du wagon et qui est connecté en permanence. Les managers postés, alors ça c'est un point important aussi, on a des étendues très larges. On parlait de kilomètres carrés tout à l'heure, hein. Je vais vous donner un exemple. Le site de Dunkerque, c'est environ 144 km de voies ferrées. Donc on est un des plus gros sites de ce type-là en France. Il faut les interconnecter. Et les managers postés, s'ils doivent faire un relevé d'informations, alors que ce soit au niveau des voies ferrées ou bien dans une halle, un train continu à chaud qui fait 500 mètres de long, il ne peut pas passer sa journée à user ses chaussures pour aller faire un relevé et puis dire tiens, la vanne elle a autant. Donc aujourd'hui, la puissance de la 5G, c'est aussi de permettre à ces managers postés de se balader avec sa tablette, d'aller faire le relevé, d'aller constater un écart, de pouvoir le remonter directement sans avoir à retourner sans cesse à des cabines. Donc voilà, c'est des cas d'usage aujourd'hui, ça peut paraître simple, mais cette mobilité, elle est offerte aujourd'hui par la 5G. On n'arrivait pas à couvrir des zones aussi larges, que ce soit en Wi-Fi ou on va dire en 4G public par exemple. Ça ne rentre pas dans des halles fermées métalliques, hein, qui est le plus est. On a aussi dans la maintenance, donc la consignation ou l'inspection. Alors pourquoi la maintenance en particulier? La consignation d'un outil, c'est hyper important. Si on a quelqu'un qui intervient en termes de maintenance alors que je sais pas, le train continu à chaud est en pleine action, il y a vraiment un risque pour sa vie, ou sur des bandes transporteuses. Donc l'idée, ce sera de pouvoir consigner face à l'outil et l'arrêter proprement en respectant la procédure et se mettre en sécurité. Un point important aussi en logistique, je parlais des trains, il y a le refoulement des trains aujourd'hui qui est également guidé en 5G. C'est-à-dire que le pilote peut voir le bout de son train à partir de sa cabine avec la tablette ou un écran à côté grâce à ce réseau. Voilà. Donc on parle bien sûr à l'avenir de véhicules autonomes. Typiquement, on a ce qu'on appelle des AGV qui déplacent des bobines de 15 tonnes environ sur un site comme je crois que c'est à Bassindre, en Loire-Atlantique, où on a déjà ce mécanisme-là. Et donc il n'y a plus d'intervention humaine, il n'y a plus de porteurs, ou il n'y a plus pas de portiqueurs, mais de pilotes de pont en fait, qui manipulent. Donc vis-à-vis de l'erreur humaine aussi, on peut se poser la question, et le robot ne s'arrête pas, c'est 24/7. Bon, sauf pour recharger ses batteries. Voilà, donc ces différentes activités, elles montrent déjà un retour prometteur et un retour satisfaisant de nos équipes. Donc je parlais aussi un point technique. Là, on a une cartographie. Alors désolé, la qualité n'est pas super de l'image, mais en gros, quand on fait l'évaluation de la portée de notre signal et de la qualité de la puissance du signal donné, alors il faut faire attention, le code couleur, il n'est pas mentionné, mais aujourd'hui, on identifie une meilleure couverture qu'avec les réseaux publics. Donc déjà, notre investissement, il nous paraît judicieux. On a aussi fait un point important, c'est qu'on a abandonné les VPN. Les VPN, pour rappel, c'est un réseau virtuel privé qui vient se
s'ajouter au travers d'un réseau en général public. Hein. Ça existe pas que pour faire du télétravail, mais ça existe aussi sur des sites de production pour se connecter, enfin sortir via le réseau public et revenir dans notre réseau interne. Là, l'avantage, c'est qu'on a pu mettre cette surcouche puisqu'on est déjà sur un réseau privé interconnecté avec le réseau traditionnel. On a pu aussi vérifier les bascules entre éventuellement un réseau Wi-Fi qui est plus puissant, la 5G qui, elle, présente à tel endroit, voire même une bascule sur les réseaux publics traditionnels. Là, je vais y revenir. Alors, au niveau des performances, entre la promesse et la réalité, nous, ce qu'on mesure, c'est des performances qui sont malgré tout au rendez-vous, même si elles sont en deçà de la promesse théorique. Hein, vous voyez, des latences de 15 millisecondes, des débits descendants supérieurs à 300 mégabits et supérieurs à 50 mégabits quand c'est de l'upload. Donc, ce qui est plutôt très bien et surtout cohérent avec nos activités critiques. On n'a pas besoin non plus de travailler à moins qu'à la milliseconde. Et ce qui est important aussi, c'est qu'on a pu confirmer qu'on est capable d'utiliser aussi la 5G en indoor. Donc je parlais par exemple du train continu à chaud de Dunkerque, c'est une halle de 500 mètres de long. On est capable d'utiliser la 5G dans cet espace-là. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est des retours du terrain constitués par 800 utilisateurs déjà, qui encore une fois, nous donnent des bonnes perspectives. Alors si on en vient maintenant au point spécifique cyber, je ne vais pas étayer ce qui a été déjà donné par Hugo et Christophe, mais je vais plutôt focaliser sur ce qui est on va dire des nouvelles menaces qu'on identifie en plus des menaces traditionnelles. Okay, donc, je l'ai dit tout à l'heure, pour nous, c'est un réseau privé, c'est une extension de notre réseau privé. Bien entendu, on va le voir après, il est intégré à nos infrastructures existantes, donc il y a une interconnexion entre les deux. On a quand même respecté les principes d'isolation, toujours. On isole au maximum, on fait communiquer que ce qui est nécessaire. Mais je vais vraiment spécifier les menaces cyber intrinsèques, en fait, voilà, aux radiofréquences. Hein. Donc, on en a listé 4. Alors, c'est au moins celles sur lesquelles on voulait travailler. Bon, il y a l'interception, bien sûr, des transmissions, donc qui représente potentiellement un vol d'informations sensibles. On a aussi le brouillage. Là, c'est plutôt du déni de service, on va dire, mais qui va impacter la disponibilité du coup de nos services critiques. Comment je fais si mon wagon, je peux plus le piloter? Qu'est-ce qui va se passer pour lui et l'acier qui est dedans, qui va refroidir? Qu'est-ce que je vais en faire? On a aussi un risque de falsification des données qui pourrait encore une fois provoquer un dysfonctionnement. Et puis une mauvaise gestion de la puissance. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Hein. Qu'est-ce qui se passe si nos réseaux vont émettre jusqu'en Angleterre ou jusqu'en Belgique, à Luxembourg ou en Allemagne pour Florange? Voilà, comment ça va se passer? Ça, c'est typiquement, alors déjà l'impact, on va dire, entre les nations, mais aussi la fuite d'informations que ça peut représenter. Hein, déjà, on avait cette question-là avec le Wi-Fi à l'époque. Qu'est-ce qui se passe quand j'ai un WarDriver qui vient faire une capture juste à l'entrée de mon bâtiment, mais qui n'est pas rentré physiquement sur mes locaux? Donc nous, on prétend pas avoir tout fait parfaitement, mais en tout cas, la base qu'on avait reprise, c'est notre expérience, on va dire, de sécurisation sur les réseaux existants. Donc notamment en respectant les fondamentaux cyber. On a parlé d'isolation. Bien sûr, maintien à jour, patching, gestion des autorisations au strict nécessaire, en s'assurant aussi qu'on a des mécanismes de cyber-résilience. Donc, si ça tombe, est-ce que j'ai une marge dégradée? On va y revenir un petit peu aussi là-dessus. Voilà, en appliquant ces fondamentaux. En particulier, cette fameuse résilience, je le disais juste avant, c'est d'assurer aussi de la bascule entre les différents médias disponibles. Je sélectionne celui qui me fournit la meilleure qualité de service à l'instant T, et puis je m'y accroche. En dernier recours, de toute manière, vu le risque pour l'humain, l'idée c'est toujours de se dire, est-ce que j'ai bien un mécanisme de sécurité intégré type fail-safe qui va me permettre dans le pire des cas, d'avoir une marge dégradée, de pouvoir mettre en sécurité les personnes avant de dire j'arrête mon service. Donc c'est quelque chose qui est toujours pris en compte dans la phase de conception, la phase de design. Donc là, c'est ce qu'on a identifié comme nouvelle menace. Et puis, on a établi un plan de sécurisation.
hein. Donc le premier point, alors là c'est un petit peu, je ne vais pas dire des leçons à emporter, mais c'est quand même le minimum, le b.a.-ba qu'il nous fallait faire, hein, qui a été aussi recommandé par à la fois nos fabricants, fournisseurs de solutions, ainsi que Orange, hein, qui a participé, hein, c'était un consortium, donc Orange, Ericsson et ArcelorMittal France. On a établi ce plan de sécurisation, donc on va partir un peu sous forme de défense en profondeur, donc défense par couche. La première couche sur laquelle on a voulu travailler, c'est d'abord la carte SIM, hein, vous savez, la fameuse carte SIM que vous avez dans vos smartphones, hein, ça fonctionne un peu de la même manière, et cette carte SIM, elle est capable de travailler sur un seul réseau. Je ne peux pas aller sur Free, Orange, etc. en même temps, c'est forcément sur le 5G style. Donc c'était le premier point, c'est rattaché à un seul, ce qu'on appelle APN. Alors du coup, ça nous permet aussi de se dire, je peux attacher cet APN à uniquement mon réseau IT ou mon réseau OT, parce qu'au sein de notre réseau interne, on a encore une séparation entre l'IT et l'OT. Pourquoi ? Parce que je pense qu'Hugo l'a mentionné, hein, la majorité des cyberattaques aujourd'hui, c'est l'ingénierie sociale, et l'ingénierie sociale, ça vient surtout par mail. Et souvent, les systèmes mail sont quand même côté IT avant d'arriver dans le monde, ce qu'on appelle OT, donc l'informatique de process. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette carte SIM, on l'a dédiée par terminal, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire des échanges et s'amuser. Nos utilisateurs sont toujours toujours capables d'avoir beaucoup d'imagination pour faire des choses bizarres. Donc ça a été verrouillé également. La carte SIM ne peut travailler que sur un terminal donné. Quand je dis terminal, ça peut être aussi tout simplement un élément connecté qui n'est pas interfacé avec l'humain, hein, ça peut être un capteur. Donc on a dédié ces cartes SIM. Le deuxième point, c'est qu'on a également sécurisé le terminal. Alors je vais reprendre l'exemple de la tablette, ce qui va être le plus simple à imaginer. Ces terminaux sont dédiés également à l'APN, comme la carte SIM. Deuxième point, c'est qu'on les a fait gérer sous forme de flotte dans ce qu'on appelle un MDM. Hein, donc j'imagine que vous avez déjà entendu parler de ça, mais MDM, c'est un Mobile Device Management, donc c'est un outil de gestion centralisé qui permet l'administration à distance de vos tablettes, tout ce qui est compatible, bien sûr, hein, tout n'est pas enregistrable dans un MDM. Et donc l'objectif, c'est de se dire comment je garantis le niveau de sécurité en particulier de ces tablettes ou de ces smartphones vis-à-vis des dernières vulnérabilités, comment j'assure les mises à jour, comment j'assure aussi si je m'en fais voler un malheureusement, est-ce que je peux faire un wipe à distance, donc l'effacer à distance pour éviter qu'une personne malveillante pourrait se connecter au sein de notre réseau OT. Et puis, il permet également d'assurer que typiquement les phases d'authentification et gestion des autorisations soient aussi cadrées par le MDM. Comment je m'assure que chaque terminal est bien sécurisé par un code PIN et non pas ouvert à tous les vents. Donc voilà, ça c'est le point sur les terminaux. Troisième point qui est vraiment inhérent cette fois à la partie radio que j'évoquais juste avant, on a mis en place du chiffrement et de l'isolation des flux. Bon, tout d'abord, isolation des réseaux IT-OT, c'est-à-dire que si un terminal connecté 5G style veut contacter une application dans le monde IT ou OT, il va forcément passer par des passerelles intermédiaires, des passerelles qui offrent aussi un niveau de sécurité et de redondance. On parle de reverse proxy applicatif, pour ceux qui connaissent un peu plus la technique, mais en tout cas, on passe toujours par des passerelles pour switcher d'une zone à une autre. On passe jamais de l'IT vers l'OT, ou voire même de l'OT à l'IT en direct. Donc on a cette notion de ce qui est utilisé dans l'armée, mais c'est les DMZ, les zones démilitarisées, qui nous permettent d'avoir des SAS avant de rebondir sur les différents systèmes d'information. Donc on a aussi mis en place sur les sites radio cette fois une redondance à travers le réseau local et aussi au travers du réseau étendu. Ça veut dire que les composants du cœur de notre infrastructure 5G sont capables d'échanger avec des sites distants, notamment entre Dunkerque et Mardic, il y a 6 km entre les deux. Ça nous permet, vous le disiez tout à l'heure, c'est vous qui l'avez mentionné, je pense, mais voilà, d'avoir un peu des serveurs distants qui vont être capables, en cas de panne, un incendie dans une salle, je bascule dans l'autre, et ça doit être transparent pour nos utilisateurs. Troisième point, c'est qu'on a mis en place aussi de l'authentification en respectant le 3GPP. Hein, donc, tous les composants du corps ne peuvent communiquer entre eux qu'avec le sésame, avec les bonnes clés de sécurité.
La quatrième phase, ça a été évoqué tout à l'heure, c'est la capacité, malgré tout, malgré toutes ces protections, si on se fait vraiment poutrer demain, est-ce qu'on est capable de redémarrer le service le plus rapidement possible. Donc ce qu'on met en place, hein, c'est un plan de reprise d'activité. On identifie les composants à redémarrer, dans quel ordre, à quel endroit aussi. On a 9 sites radio, est-ce qu'on doit tous les redémarrer en même temps? Est-ce qu'il y en a qu'il faut privilégier? Donc typiquement, c'est établi dans le plan de reprise d'activité. Et puis bien sûr, comme le disent tous les experts, un bon plan n'est valide ou n'est opérationnel que quand il est testé. Donc il faut le tester régulièrement. Alors régulièrement, ça dépend des moyens qu'on veut bien mettre, mais une fois par an minimum, c'est déjà pas mal. Après chaque mise à jour majeure, c'est encore mieux. On a également la mise en place de mode dégradé, je l'ai dit tout à l'heure, mais malgré tout, hein, on a beau promettre que l'informatique, ça va tourner tout le temps sans aucun arrêt possible, on l'envisage quand même dans les analyses de risque. Et on va s'assurer avec le métier qu'ils aient bien un plan B, éventuellement papier-crayon, pour continuer l'activité. C'est essentiel, encore une fois, dans le cadre de la mise en sécurité de nos installations. Et même dans nos plans de reprise d'activité, on a souvent, en premier élément, est-ce que j'ai mis en sécurité mes installations avant d'arrêter ce que j'ai encore à arrêter, avant de traiter l'éventuelle cyberattaque. Donc voilà, c'est absolument pas un objectif de vous dire voilà tout ce qu'il faut faire, c'est pas académique, mais en tout cas c'est ce que nous avons choisi de mettre en œuvre pour traiter les risques. Est-ce qu'il y a encore des risques à traiter? Bien entendu, c'est une évolution perpétuelle. En tout cas, aujourd'hui, on a mis la cale à cet endroit-là. Et c'est ce qui nous permet donc d'avoir ces 500 ces 800 utilisateurs connectés. Donc aujourd'hui, en termes de perspective, déjà 500 terminés connectés 24 heures sur 24. Donc chaque jour qui passe, on a des nouvelles connexions. On a aussi lancé la formation de nos collaborateurs et collaboratrices donc à l'usage des applications en mobilité. C'est aussi un changement important. C'est pas que la technologie, mais on a dit que tout à l'heure, la cybersécurité, effectivement, il y a beaucoup de machines, il y a beaucoup d'éléments techniques, mais il y a avant tout des utilisateurs. On le dit souvent, le problème, il est entre le clavier et la chaise. Alors là, on est dans la mobilité, dans le monde industriel, il y a un peu moins de chaises, mais il y a des hommes qui sont sur le terrain. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de leur faire comprendre l'intérêt d'avoir ces outils-là à disposition dans leur quotidien et quelque part d'hybrider leur façon de travailler, ne pas rester que dans les anciennes pratiques et d'avoir cette capacité à bien utiliser les outils et surtout la capacité à bien remonter les datas qui vont être importantes dans le suivi de notre production. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, la mise en service du site industriel de Florange, c'est prévu pour cette année. On a déjà quelques sites radio qui sont opérationnels. On veut arriver à 100%, à 100% cette année. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je pense que j'ai respecté le timing sur cette mise en œuvre pour ArcelorMittal France. Voilà. Est-ce que vous avez quelques questions ? Bonjour. Du coup, moi j'aurais une question. Est-ce que vous utilisez la 5G pour du pilotage de process ou que pour de la supervision? Dans le cadre d'ADCS par exemple, PCS 7. Alors aujourd'hui, on est plutôt dans la supervision parce qu'on a essentiellement encore des cabines et des outils. Alors je vais le dire autrement. Les outils dans les cabines aujourd'hui sont difficilement transposables justement en mobilité. Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup de systèmes d'information, vous imaginez, qui ont parfois l'âge de la ligne de production. Quand on est un site des années 70, vous imaginez un petit peu l'âge. Voilà. Donc le truc, c'est qu'il y a beaucoup d'applications qui travaillent en mode remote app, etc. Et ça ne marche pas en fait sur des tablettes, typiquement. Donc il faut une adaptation de notre patrimoine applicatif pour ces usages en mobilité. Donc aujourd'hui, on a beaucoup trop d'informations, notamment dans
nos applications de pilotage de pilotage de ligne qui font que voilà, on est plutôt dans ce que je disais tout à l'heure, les relevés pour de la maintenance. On évite en fait les feuilles volantes, hein, tout simplement. On n'est pas encore arrivé dans le... je pilote pas encore le haut fourneau numéro 4 de mon salon, mais je pense que on y reviendra peut-être dans 10 ans. Vous avez parlé de consignation et de 5G. Vous pouvez expliquer comment utiliser cette consignation et ce 5G? Ouais, alors je vais essayer d'être plus précis. Donc la consignation des outils de production, aujourd'hui, on s'appuie sur un ERP qui s'appelle SAP, que certainement beaucoup connaissent. Et donc aujourd'hui, il y a des interfaces qui ont été créées pour appliquer. Alors je ne suis pas un expert, hein, moi je suis dans la cyber, je ne suis pas un expert de la maintenance, mais en gros, aujourd'hui, avec la tablette qui est fournie au manager ou à l'opérateur de terrain, il a la possibilité de lancer les procédures, de consulter les procédures de mise enfin de consignation, ainsi que de valider et de mettre les verrous dans SAP pour bloquer enfin pour appliquer la consigne en fait à l'outil à l'outil de production qui est face à lui. Je peux. C'est des consignes, quoi. Sur tel appareil, je dis, c'est des consignes, c'est-à-dire que ou c'est un mode opératoire que vous relevez ou... Alors, parce que quelque part, il faut consigner, il faut quand même faire des actions pour empêcher physique. Oui, bien sûr. Alors, en fait, tout dépend du niveau de digitalisation qu'on a sur l'outil. La plupart du temps, effectivement, c'est une combinaison de respecter la procédure, par exemple sur une installation électrique. Donc, il va pouvoir consulter la procédure sur sa tablette, et à côté, bien entendu, il va devoir toucher des breakers, là on n'est pas dans la réalité virtuelle, hein. Donc il va toucher des breakers, il va devoir mettre son cadenas aussi de mise en sécurité pour indiquer qu'il est dans la zone, etc. Donc c'est un accompagnement en fait à la mise en consignation. D'accord, donc ça reste que des procédures qu'on peut télécharger là, tablette, quoi. Là en particulier, ouais. Et sur les robots, sur tous ces aspects de robots, comment est-ce que ça intervient ou quoi le 5G pour la consignation des robots à ma connaissance, pas encore. Pas encore. D'accord, donc ça reste uniquement des informations, des notices, des procédures, c'est ça, sur les tablettes. C'est ça, pour la consignation, et comme je disais tout à l'heure, c'est de la remontée d'informations en temps réel en utilisant la 5G publique. Le positionnement des wagons poche-tonneaux, par exemple, hein. C'est une information qui remonte, je ne sais pas à quelle vitesse, hein, mais je pense à toutes les X millisecondes ou secondes, il y a une remontée d'informations pour connaître sa position. Ah, d'accord, donc il y a une position des équipements qui sont consignés qui est remontée sur vos serveurs, grâce à la 5G. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une question plus générique. Donc vous êtes fait aider donc, par Orange, par Ericsson, voilà. Donc est-ce que c'est un case study pour eux, puisque pour l'instant c'est un peu unique ce que vous êtes dans votre industrie, donc est-ce que c'est duplicable dans d'autres cross-sites, je pense surtout aux biotech, les oui. aéroports, ou alors, ce genre de choses, et donc on vous dit, ben voilà, vous servez un peu de proof of concept. Ouais, complètement. Enfin, encore une fois, en France, on était un des plus, enfin, en tout cas le plus grand dans l'industrie, hein. Donc c'est bien sûr un proof of concept. Aujourd'hui, beaucoup nous ont posé la question, mais pourquoi vous n'utilisez pas le réseau public, tout simplement, hein? Pourquoi investir à un projet pareil? Je crois que ça, on a compris, hein, pourquoi. Bien sûr, mais en gros, voilà, notre situation géographique fait qu'on avait vraiment des problèmes de couverture avec les réseaux publics, hein, tout simplement, hein. Et si on le fait à Florange, c'est aussi... alors là, on est un peu plus donc, dans la France continentale, hein, néanmoins, on a des trous de couverture. On est un espace tellement étendu, et notamment dans l'indoor, on n'a pas la possibilité de faire autrement qu'avoir une 5G privée. Maintenant, c'est devenu nécessaire. Oui, mais alors c'est dû parce qu'il y a une déficience du réseau, donc la disponibilité, ou c'est une mesure de sécurité interne. Non, c'est plus dans ce sujet de la cybersécurité. Ouais. Alors c'est aujourd'hui, c'est quand même vu comme au tout départ un problème de disponibilité de couverture des réseaux. Parce que la sécurité interne, on peut toujours la couvrir, on va dire, avec les mécanismes de VPN au-dessus d'un réseau public, mais voilà. Après, forcément, on peut tirer bénéfice d'un point de vue cyber en se disant on est 100% en interne. Voilà. Merci.
compléter ce que vous venez de dire, c'est intéressant parce qu'effectivement, la première des choses, c'est de répondre à un problème de disponibilité et de réseau, c'est la 5G. Ça revient à peu près à la même chose qu'une entreprise qui se lance dans l'industrie 4.0 pour répondre effectivement à des problèmes d'optimisation, de gestion de production. Il faut savoir que quand on fait ça, on augmente la surface d'attaque. Forcément. Et donc, une des réponses, parce que ce n'est pas forcément la première motivation, mais une des conséquences de changer d'infrastructure, de changer de réseau, de passer à la digitalisation, ça augmente la surface d'attaque, c'est un risque, et ce risque-là, il faut être capable de le couvrir. Et donc voilà, donc c'est ce qui a été fait, et c'est un beau cas d'école. C'est un beau use case, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire du 4.0, 5.0 sans se poser la question de la cyber maintenant. C'est une absurdité. Malheureusement, il faut être clair, je connais beaucoup d'entreprises, pour moi, dans le Grand Est, puisque je suis basé en Grand Est, et notamment, on bosse beaucoup avec tes collègues. Quand on va avoir, ne serait-ce que les sous-traitants de Arcelor, où on essaye un peu de les pousser à intégrer les mêmes exigences cyber, c'est très très compliqué. Et dans le cas des plans dans le Grand Est, des accompagnements d'entreprises à l'industrie 4.0, le volet cyber fait partie des points qui sont mis en avant, mais quand on fait un retour d'expérience sur le sujet, très très peu, il faut dire clairement les choses, très très peu d'entreprises intègrent la cybersécurité dans leur plan d'action. C'est-à-dire qu'ils vont déployer des SAP, ils vont mettre en place des machines connectées, ils vont faire tout ça. Dès qu'on va les auditer sur le côté cyber, c'est à mon grand désespoir, c'est passé à la trappe. C'est systématiquement passé à la trappe. Et en particulier pour les partenaires, nous c'est un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé cette année, c'est déjà de faire une cartographie de l'écosystème de partenaires qui se connectent tous les jours chez nous, avec qui on expose des données, et se poser la question, demain, telle société se fait attaquer, quelles sont les mesures qu'on peut mettre en œuvre, et identifier, je vous laisse essayer, mais identifier par quel bout ce partenaire arrive, et comment je peux couper la vanne, le temps de la cyberattaque chez ce partenaire, c'est pas une mince affaire. On a mis 12 mois pour établir ça. Je sais pas, on a listé une quarantaine de fournisseurs, mais il y en a probablement plus. On a pris les plus gros. Donc c'est assez compliqué, et en particulier aussi quand il y a de la tiers maintenance à distance. Les accès des mainteneurs à distance sur leur outil. Faut aussi savoir imposer un peu sa loi, et c'est pas toujours facile. Souvent ils viennent avec un package en disant voilà, je te livre mon produit, je te fournis un service 24/7, le numéro d'appel il est là, et quand il y a un problème tu cliques là et puis ça ouvre une fenêtre et puis on prend la main. Ok, c'est quoi le risque que vous êtes prêt à prendre là-dessus? Et parfois on n'y arrive pas. Certains fournisseurs, on n'est pas capable encore, malgré notre taille, d'imposer, de passer par nos passerelles d'accès, et ils imposent leur système. Et on fait une évaluation du risque et on se dit ok, de toute façon vous êtes des fois les seuls, donc on n'a pas le choix. Mais on veut éviter ça. De toute façon, il faut dire clairement les choses avec la réglementation qui arrive, le CRA et autres, la NIS 2. Étant donné qu'en faisant de la pédagogie, on a beaucoup de mal à convaincre les industriels de cybersécuriser leur infrastructure et leurs équipements, il faut dire clairement les choses, le côté législatif va le faire, et le côté du marché va le faire, puisque de toute façon, je suis NIS 2 ou CRA, je ne vais pas prendre de risque d'avoir un partenaire qui va présenter une vulnérabilité. Si je veux sécuriser, je vais aussi sécuriser mon partenaire. Donc, tous les gros industriels partent comme ça en disant si vous ne respectez pas nos règles, si vous n'intégrez pas les risques, on va vous n'allez plus bosser avec nous. Et ça, c'est ce qui est en train de se passer. Je discutais avec Exxon à Rouen. Le service achat refuse maintenant systématiquement des prestataires qui ne sont pas sécures. C'est clair, et c'est dans leur cahier des charges. Donc je dirais que des entreprises, même petites, même une PME qui n'intègre pas la cyber, même si elle ne veut pas le faire en disant la réglementation c'est contraint, je vais essayer de passer à côté, de toute façon le marché va faire qu'elle n'aura pas le choix. Et là on est en face d'un vrai problème, parce que la prise en compte de la cyber dans les PME, les ETI, je ne parle pas au niveau d'IT, je parle vraiment au niveau de la fourniture des équipements, on en est très 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 loin. Et c'est un vrai problème parce que c'est demain.